Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. Je m'appelle Arthur Sen, je suis le cofondateur d'AS Mouvement, une agence spécialisée en activité physique adaptée. Et aujourd'hui, j'accueille Nicolas Girard, coach sportif et thérapeute du sport. Bienvenue. Ravi d'être là. Écoute, c'est tout plaisir pour nous. L'idée aujourd'hui, Nicolas, ça va être de pouvoir échanger un petit peu sur ton ressenti et sur ton métier, et notamment une particularité de ton métier, parce que je ne t'ai pas présenté comme un enseignant en activité physique adaptée, bien que tu le sois, mais aussi comme un thérapeute sportif. Donc on va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin et tu vas pouvoir nous partager un petit peu ton expérience autour de tout ça. Alors, est-ce que j'ai oublié d'autres choses dans ta présentation ? Non, c'est une bonne présentation. Alors, je vais la faire un peu courte, mais moi je suis un passionné de sport. Déjà, j'ai pratiqué tous les sports. Ok. Donc, individuel, collectif, j'ai tout fait. Donc je suis naturellement très sportif, donc évidemment une orientation de métier vers le sport, c'était un peu logique. J'ai des parents très sportifs, mon père qui fait 20 marathons, 20 ans de tennis, et ma mère qui a été très touchée par le cancer du sein quand j'avais 11 ans. Donc je pense que ça a été un petit déclic aussi dans l'orientation de ma carrière derrière. Donc je me suis naturellement dirigé vers STAPS, que tu connais aussi un peu. Oui, évidemment. Voilà, en faisant un DUG et une licence APA. Alors peut-être avant de venir à là, toi ton choix là, tu m'as dit que par rapport à tes antécédents, il a naturellement été dirigé vers le sport. Est-ce que tu as hésité avec d'autres choses, d'autres formations, ou il y avait uniquement STAPS via la filière universitaire, parce qu'on sait qu'il y a aussi d'autres filières pour travailler dans le sport? Très bonne question. Non, j'ai tout regardé. Et je me suis dirigé vers STAPS parce que les autres sont très bien, c'est pas le problème, mais je voulais des connaissances très spécifiques et très pro, très carrées sur la physiologie, sur l'anatomie, sur le bioméca. Et on sait qu'en STAPS, c'est une fac, donc c'est très carré. Et je voulais des connaissances très approfondies, en longueur, tu vois, pas un truc trop rapide. Ok, alors pareil, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que ton choix il était vraiment très dicté et il était vraiment mûr lorsque tu t'es orienté vers ces études-là. Est-ce que tu t'es orienté, tout à l'heure tu m'as dit en privé que tu avais été à la fac de Créteil, est-ce que ça a été un choix d'aller dans cette université-là plus qu'une autre, ou c'était tout simplement peut-être par rapport à ton lieu d'habitation? Alors il y a un peu des deux. À l'époque j'habitais pas loin, donc à Charenton, c'est juste à côté. Ouais. Et elle est assez reconnue en performance sportive et en connaissances on va dire universitaires, avec les professeurs qu'on a qui étaient assez reconnus à l'époque. Donc il y avait un peu des deux, effectivement. D'accord. Ok, parce que effectivement tu aurais pu aller à Descartes qui est tout aussi proche. Qui est aussi une très bonne fac, mais j'avais privilégié Créteil pour ça, ouais. Ok. Est-ce que tu me disais que tu avais des parents sportifs, que tu as touché à beaucoup de sports, tu sais, souvent, en tout cas moi c'est le discours que j'entends de la part de beaucoup d'étudiants ou d'anciens étudiants, lorsqu'on rentre en STAPS, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Allez, ok, je vais m'intéresser peut-être pour être coach sportif, ce qu'on entend plus aujourd'hui, ou je vais être prof de sport en collège ou en lycée. Toi, ton choix, tes objectifs en rentrant dans cette formation-là, c'était lesquels? Ça a été assez clair d'entrée. Quand je me suis lancé, je voulais absolument aider les autres. Ça, c'était sûr. C'était ma ligne conductrice du début à la fin de la fac. Après, comment les aider, de quelle manière, je pense que le coaching sportif, c'était sûr pour moi. Okay. Mais juste du coaching sportif, ça me limitait sans dénigrer les autres coachs, hein, au contraire, mais ça me limitait à certaines séances que tu vois partout, bodysculpt, enfin avoir un beau fessier, des beaux abdos pour l'été. Moi, je voulais vraiment orienter aussi le côté santé à tous ces coachings. D'accord. C'est pour ça que j'ai un peu développé là-dedans. Ok, et donc tu t'es orienté vers quelle spécialité du coup? Donc du coup, j'ai fait une licence APA. Ok, donc activité physique adaptée. Où on peut entraîner effectivement toute personne atteinte ou non de pathologie. Ça va de la cheville, une entorse, une tendinite, une déchirure, à quelque chose d'un peu plus lourd, comme Parkinson, AVC, cancer. Mais j'étais encore un peu limité. Ok. Donc je me suis encore orienté derrière. Ok, donc alors, si on reprend peut-être chronologiquement, tu rentres en STAPS, tu fais ton tronc commun au départ, Exactement. Tu te spécialises du coup sur l'activité physique adaptée de par tes envies de développement et tes envies personnelles, et à l'issue de la licence, est-ce que tu te poses à un moment la question, est-ce que je rentre sur le marché du travail, est-ce que je continue, enfin comment ton choix s'est fait du coup? À la fin de la licence, je sentais que j'avais
un manque de connaissances réelles sur certaines pathologies, dont le cancer. D'accord. Donc je voulais pas m'orienter directement dans les salles de sport et les clubs privés comme je suis actuellement, sans connaître suffisamment cette pathologie-là et tous les exercices qu'on peut mettre en place là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens. Donc j'ai voulu encore rajouter une formation à ça, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire. Ok, et donc tu vas nous parler du coup de la formation que tu as faite, donc j'ai pu regarder un petit peu ce que tu avais fait. Est-ce que tu peux... C'est une formation qui n'est pas spécialement connue. Moi, tu vois, à titre personnel, bien que je puisse donner des cours dans certains UFR, c'est une formation que je ne connaissais pas, en tout cas pas celle-ci spécifiquement. Comment c'est venu à ton oreille du coup? Alors elle est très jeune, la formation. C'est venu à mon oreille parce que je connaissais quelqu'un qui était déjà dedans. Ok, rappelle-nous du coup la formation. C'est un DU Sport et Cancer, en faculté de médecine, donc c'est sur un an. Ça se passe, alors ça va se développer, mais pour le moment c'est à Bobigny et à la Sorbonne. C'est fait avec l'ACAMI, qui est une association contre le cancer du sein, contre le cancer tout court, qui sont dans tous les hôpitaux de Paris, qu'on peut voir un peu partout. Et ça dure un an, où on approfondit vraiment les connaissances anatomiques, physiologiques et les cancers avec les différentes possibilités d'exercice là-dessus. Ok. Du coup, le choix, il s'est porté, donc peut-être par rapport à ton histoire personnelle, tu le disais tout à l'heure en introduction. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être, parce que pareil, tout ce qui est cancérologie, c'est quelque chose qui est très large. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit retour ou nous réexpliquer un petit peu quelles sont les spécificités de ce public-là, notamment dans une vision d'activité physique adaptée et de mouvement? On peut faire quelque chose de très simple. Déjà, il y a une différence entre activité physique et sport. Déjà, bon à savoir. L'activité physique, c'est tout mouvement qui permet d'augmenter la consommation d'énergie du corps. C'est-à-dire que quand là, on est assis, mais dans 5 minutes, on sera debout, on va marcher, on va consommer plus d'énergie que quand on était assis. Ça, c'est clair. Ensuite, le sport, c'est quelque chose de très codifié. C'est le foot, le rugby, avec des règles, avec un jeu, 2 équipes, etc. Et une fédération aussi. Et une fédération, exactement. Donc ça, c'est 2 choses complètement différentes. Nous, en cancérologie, on va utiliser, et dans les autres pathologies que je traite, on va utiliser l'activité physique, pas le sport. On peut, mais on va utiliser surtout l'activité physique. Par ça, on va utiliser tous les mouvements qui vont permettre d'améliorer ou de ralentir les effets secondaires et la maladie en elle-même. D'accord. Alors attention, on n'est pas médecin, on n'est pas oncologue, on n'est pas chirurgien. Et il faut faire attention aussi, et ça m'arrive de le dire à certains enseignants de notre réseau ou à certains étudiants, lorsqu'on a un diplôme du ministère des Sports ou un diplôme universitaire, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Non, c'est important de le souligner. Il ne faut pas mélanger toutes les disciplines, et chacun a son métier. Par contre, on est très complémentaires. Moi, je travaille beaucoup avec des kinés, avec des oncologues, avec des chirurgiens. En fait, pour prendre des chiffres très clairs, l'activité physique sur un cancer, ça va réduire de 10 à 27% les risques de pouvoir avoir un cancer. C'est quand même pas rien. Une fois qu'on est touché par le cancer, ça peut réduire de 50% la fatigue pendant les traitements, jusqu'à 50% de fatigue. Ça, c'est pour tous les cancers. Jusqu'à 50% de récidive en moins en pratiquant de l'activité physique. Et là, je ne dis pas de pratiquer un marathon ou d'aller courir ou de marcher. On n'est pas obligé de tout mettre dans des conduites extrêmes, évidemment. Voilà. En réglant l'intensité, la fréquence, la durée de l'effort, juste en marchant déjà 30 minutes, 10 minutes par jour. Je préfère une grosse intensité journalière de 10 minutes qu'une heure par semaine mal faite. D'accord. Et donc du coup, la formation, en quoi elle se compose? Est-ce que ce sont des professeurs, ce sont des chirurgiens, ce sont des médecins? Qui est-ce qui vous dispense tous ces cours-là? Alors on a un peu des trois. On a des praticiens à part, on a des anciens sportifs de haut niveau et on a des chirurgiens, oncologues qui viennent nous présenter un peu les pathologies, les risques, les différentes chirurgies, comment on peut adapter les mouvements en fonction des chirurgies, en fonction des traitements qu'une personne peut avoir. Parce qu'évidemment, un cancer, ça regroupe beaucoup de choses. Ouais. Si je peux prendre un exemple très clair, le cancer du sein, par exemple, qui parle à beaucoup de monde. À beaucoup de monde, malheureusement en ce moment. On vient de finir le mois d'octobre, donc ça tombe bien, c'était le mois de prévention. Sur un cancer du sein, il y a 2 chirurgies différentes. Il y a tumérectomie, c'est juste
enfin entre guillemets bien sûr, quand on enlève la cellule cancéreuse en elle-même qui est atteinte, ou la mastectomie, c'est quand on fait une ablation du sein, ça c'est pour que ça soit très clair pour les auditeurs, Ouais. une ablation du sein complètement, pour éviter que qu'il y ait des métastases derrière et que la cellule redevienne cancéreuse. Ensuite, il y a souvent, malheureusement lié à ça, un curage axillaire, c'est quand on vient travailler les lymphes sur le côté sous les aisselles, donc une opération comme ça sur le côté, qui donne une atteinte aux muscles intercostales, aux côtes, etc., etc. Et ce qui peut provoquer souvent un lymphodème, c'est le fameux gros bras, gros jambes, entre guillemets, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a un problème de circulation dans la lymphe. Donc nous, professionnels APA et non pas médecins, je rappelle, on va travailler là-dessus pour que les patients et les patientes, parce que ça touche aussi les hommes, améliorent déjà sur 3 plans, la psychologie, donc le stress, l'anxiété, l'isolement social, bien sûr, et le physique. Voilà. D'accord. Alors écoute, c'est relativement clair. Là, on voit que tu as une plutôt bonne expertise, tu vois, lorsque tu parles du cancer du sein. Est-ce que du coup, la formation, elle vous forme justement et elle vous éduque sur l'ensemble des cancers, ou vous restez sur effectivement des symptômes qui pourraient être récurrents chez les cancers, chez l'ensemble des cancers? Comment est-ce que tu pourrais t'évaluer sur l'ensemble des possibilités de cancer que tu pourrais avoir lors de tes séances? C'est une bonne question. Alors, on traite évidemment tous les cancers, sauf qu'il y a des cancers qui sont très rares, évidemment, et des cancers qu'on voit moins, même si on doit être préparé à ça. Je peux prendre l'exemple d'un cancer du genou. Là, on a vu un grand commentateur sportif il n'y a pas longtemps qui en a parlé. Qui est un cancer beaucoup plus rare, mais qui est forcément important, parce que si on est face à quelqu'un qui a un cancer du genou, il faut falloir tout de suite s'adapter et trouver les mouvements qu'on puisse lui faire sans que ça traumatise son corps. Sachant que le genou est une articulation très importante justement pour tout ce qui est le mouvement et l'activité physique. Donc on s'adapte à tous les cancers, mais effectivement il y a des cancers avec des pathologies, avec des symptômes qui reviennent plus souvent, comme le cancer du sein, la prostate, le côlon, mais comme tous les gens peuvent le savoir et tous les auditeurs le savent. D'accord. Et typiquement, si tu peux nous donner des exemples, là, on a une dame, je sais pas, d'une 60aine d'années, qui vient justement pour un cancer du sein. Qu'est-ce que tu sais et on sait qu'elle va avoir une opération qui est prévue dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le terrain et sur le post-opération? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une séance type ou un suivi? Comment est-ce que tu verrais ça, sachant qu'évidemment chaque cas est spécifique, mais voilà, si tu peux nous donner peut-être une récurrence. Alors, entre guillemets, en gros, on va commencer par travailler le cardio, parce que c'est le muscle le plus important du corps pour moi, parce que c'est le cœur, c'est celui qui permet l'oxygène de tout le reste du corps. Donc le cardio, 10-15 minutes en général, ça suffit largement. Et ensuite, on va travailler beaucoup sur l'élasticité et les adhérences musculaires qu'il y a au niveau du sein. D'accord. Donc en faisant des grands mouvements alors beaucoup de postures, beaucoup de tirages, pour redresser la posture, pour que les gens se redressent, hop, la personne puisse se redresser, qu'elle ressente son corps à l'effort, très important, parce qu'il y a une tendance à oublier son corps quand on est atteint par la maladie, à se sentir un peu renfermé, un peu faible, alors qu'au contraire, on est plus fort que ça, à travailler sur la respiration, parce que c'est un secteur qui va être très touché après parce que si elle n'a pas été encore opérée par l'opération, et beaucoup plus de souplesse, mais pas de travail en force, pas de travail avec poids chargé. L'objectif, c'est pas qu'elle devienne Schwarzenegger tout de suite, mais c'est qu'elle ressente son corps à l'effort avant les possibles chirurgies et les possibles traitements qui vont aller avec, radiothérapie, immunothérapie, chimio, tout ça. D'accord. Et donc, du coup, là, je vois la plus-value qu'il peut y avoir de par cette formation-là, mais disons que typiquement, lorsqu'on sort d'une licence STAPS ou d'un master STAPS, c'est prérequis sur la mobilité, sur l'ouverture d'une bonne cage thoracique, le travail au niveau du cœur, ce sont des choses qui sont faites, mais du coup, est-ce que pour toi, c'était suffisant lorsque tu es arrivé sur ta formation? Est-ce que tu aurais pu donner ces mêmes conseils, ou tu penses que tu étais un petit peu limité par rapport à ça avant la formation? Je pense que l'année supplémentaire après le STAPS, ça a été crucial. Ok. On va pas se mentir que le STAPS, c'est très bien, mais beaucoup de théorie, un peu moins de pratique, et on apprend beaucoup mieux, tu le sais,
dans la pratique avec un public face à soi et avec des possibles difficultés sur des mouvements face à nous. D'accord. Donc moi j'ai appris beaucoup sur le terrain, en s'adaptant, en prenant le temps de comprendre les maladies, beaucoup de recherche personnelle aussi, hein, évidemment. Évidemment. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît. Rester à jour. Voilà, exactement. Puis malheureusement le cancer se développe, enfin, toutes les autres maladies se développent, donc il faut toujours être aux aguets et connaître un peu tous les domaines. Donc voilà. Ok. L'année est cruciale, ouais. D'accord. Et donc du coup, à l'issue de cette formation, tu te présentes du coup comme un thérapeute sportif. Et qu'est-ce qui s'est passé après la formation, justement, après cette formation? Alors nous, on a été formés aussi dans les hôpitaux. Donc, en fait, on faisait des séances en ce qu'on appelle en hôpital de jour. Il y avait aussi des séances hors hôpital, mais toujours dans des centres de rééducation ou proches d'hôpitaux. Donc on a été d'abord éduqués à ça. Ensuite, moi, j'ai travaillé dans des salles de sport privés et des clubs privés dans Paris, où j'ai intégré le sport santé à l'intérieur, où j'ai proposé des séances de coaching beaucoup plus adaptées en fonction de la demande, en intégrant des gens qui pouvaient peut-être être atteints de blessures, de pathologies plus graves, qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas de solution face à eux quand ils étaient dans la salle, qui n'avaient que des coachs qui sont très bien, mais des coachs fitness classiques et qui ne pouvaient pas forcément s'adapter à leur pathologie au départ. D'accord. Je vois. Et donc du coup, comment s'est fait ton parcours jusqu'à l'emploi que tu as aujourd'hui et que tu vas peut-être pouvoir nous détailler du coup? Donc au départ c'était les hôpitaux, comme j'ai indiqué. Après j'ai travaillé dans les salles de sport classiques. Donc j'ai donné des cours collectifs que tout le monde connaît et des coachings individuels. Et petit à petit je suis arrivé dans le club où je suis là, à Boulogne, où on fait uniquement, enfin quasiment pour moi, pour ma part, uniquement des coachings individuels. D'accord. Où je me concentre pendant 1 heure sur la personne et sur ses pathologies, sur ses demandes particulières physiques, parce que moi j'ai des cas très différents. Je peux avoir un cancer, un cancer à 9h, après je peux avoir un Parkinson à 11h, voilà. Donc, j'ai des gens totalement différents. Surtout le spectre de l'activité physique adaptée et des personnes avec des fragilités du coup quand même. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Ok. Jusqu'aux seniors bien sûr, que vous connaissez. Évidemment, avec ASMO, on travaille du coup avec tous les publics quand même. Hein. Du coup, si on reste dans le champ de la cancérologie, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée à peu près du type de cancer que tu vois au quotidien? Est-ce qu'on a beaucoup plus de cancer du sein? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée, histoire qu'on puisse justement se faire une idée de tout ça et de ton activité du coup? Alors, ça va pas être une surprise pour tout le monde, je pense. Cancer du sein en priorité. Ouais. Cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer des poumons, ça c'est les plus fréquents. Après, cancer du foie j'ai eu aussi, voilà, donc des cancers un peu plus rares. Genou j'ai eu cancer de la hanche. En fait on peut avoir un cancer de tout, donc évidemment, mais les 3 principaux c'est côlon, prostate et sein. D'accord. Ce que tout le monde connaît malheureusement, mais ouais. Voilà, il n'y a pas de surprise. D'accord. Sur le cas pratique, il n'y a pas de surprise. Effectivement. Je te remercie. Et du coup, je voulais savoir, quels seraient les moyens, est-ce qu'il y a des moyens pour prévenir un petit peu peut-être l'arrivée de certains cancers? Alors, évidemment, on a notre petite idée et je crois connaître la réponse, mais comment est-ce qu'on pourrait prévenir un petit peu l'arrivée ou la dangerosité d'un cancer au global? L'activité physique. D'accord. Je pense que tu t'en doutais. Oui, évidemment. Plus on est actif dans sa vie, c'est pas moins on aura de chance d'avoir un cancer, évidemment, mais on réduit fortement le risque d'être atteint d'un cancer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est entre 10 et 27% de risque en moins d'avoir un cancer, surtout sur les 3 cancers que j'ai cités tout à l'heure, sein, prostate et côlon. Donc c'est l'activité physique ou le sport, hein, c'est 2 choses différentes comme on a dit tout à l'heure, sont essentielles dans la vie et surtout pour sa santé. Voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est ce qui revient généralement sur les études et il y a des consensus autour de la science par rapport à ça, c'est que l'hygiène de vie
au global, les bonnes conduites sont essentielles pour un maintien de la bonne santé et donc effectivement pour l'apparition de cancer, avec on pourrait peut-être dire aussi l'alimentation, le sommeil, bien sûr, le stress, ce genre de choses-là. J'en ai pris qu'un, mais il y a plusieurs. Ouais, évidemment, mais on est issus de la même formation, donc il faut qu'on puisse mettre en avant l'activité physique. Du coup, en parlant d'activité physique, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples types de bonnes conduites à adopter en prévention ou même post-opération ou post-cancer? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples histoire que les auditeurs puissent avoir du concret sur ce qu'ils pourraient faire? Il y a des activités assez simples à réaliser, rien que la marche. Ouais. C'est l'activité la plus facile pour tout le monde à faire au quotidien. Là, on a vu encore hier chez le CIMES, Ouais. Ils en parlaient hier sur la marche active, donc c'est-à-dire à peu près 6 km/h de moyenne. Qui est relativement soutenu. Voilà, qui est une marche très active, augmente fortement sa santé et baisse significativement effectivement les risques d'être atteint d'une pathologie. Juste de la marche au quotidien, au lieu de prendre trottinette, métro, etc. Rien que de la marche déjà au quotidien. Ensuite, quand on est atteint d'un cancer, ça c'était pour faire simple bien sûr, mais on peut faire toutes les activités, mais celle-là c'est la plus simple. Quand on est atteint d'un cancer, il y a des activités qui paraissent logiques mais qui sont les plus pratiques à faire, c'est-à-dire la natation avec des mouvements en amplitude, où on va étirer le corps sans le traumatiser. Donc tous les sports portés qui n'ont pas d'atteinte squelettique et articulaire, et musculo-squelettique, ce que tu sais aussi. Donc la natation, le yoga, le stretching, le renforcement musculaire adapté, sans poids, donc c'est ce que je pratique aussi, ou avec poids léger. Voilà, ça c'est des pratiques qui sont vraiment adaptées avec ou sans pathologie. D'accord. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est de moins en moins dans le dogme de je suis malade, je suis atteint d'un cancer, j'ai eu un pépin de santé, il faut que je reste alité, que je ne fasse rien. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu et que ça commence à être de plus en plus su que l'activité, le mouvement, ça reste quand même quelque chose d'essentiel. Alors, heureusement, les choses évoluent, les scientifiques font des recherches, ce qui est quand même très pratique et ce qui est mieux. Il y a encore, je pense, 10 ans, allez, on est gentil, 10 ans, on disait j'ai mal au dos, je reste allongé. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui on le sait et on le voit, j'ai mal au dos, je reste allongé, j'ai encore mal au dos. Ouais. Je prends des anti-inflammatoires, j'ai encore mal au dos. Ça cache la douleur, mais ça ne soigne pas. Si je remets en mouvement tous les muscles autour de la douleur, ou tous les muscles autour de la pathologie, bizarrement je me sens mieux. Et c'est pas bizarre parce que c'est prouvé. Je réintègre mon corps dans un schéma positif qui était plus endormi jusqu'à maintenant. Donc effectivement, moins on fait, moins on a envie de faire en plus. Évidemment. Et moins on se sent bien. C'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Il faut voir dans quel sens on est. Tout à l'heure, tu parlais de marche active. Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée? Combien de temps est-ce qu'on pourrait marcher avant une opération ou pour prévenir les cancers? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? 30 minutes à 1 heure, mais 30 minutes déjà on intègre, on vient travailler beaucoup la filière énergétique importante parce qu'on va toucher le gras et le sucre. Sur l'aérobie. L'aérobie à partir de 30 minutes c'est déjà idéal. Et 30 minutes ça paraît long comme ça, quand on dit 30 minutes ça peut paraître long. Mais sur une journée, 30 minutes, on n'est pas obligé de faire 30 minutes d'un coup. On peut faire 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Ce qui revient pas à grand chose au final. On a vraiment l'impression que c'est du coup une approche limite passive. Exactement. Okay. Ouais, mais juste de la marche, c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs, c'est la marche, c'est idéal. C'est le sport le plus simple, l'activité physique, pardon. J'allais te reprendre. Bien joué. C'est l'activité physique la plus simple à pratiquer. Ok, d'accord. Écoute, c'est super intéressant. Est-ce que, si on revient un petit peu sur toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une journée type pour toi, ou une semaine type, parce que ça se trouve les journées ne se ressemblent pas, un petit peu ton planning, comment est-ce que tu t'organises sur... pas les patients, mais sur les personnes que tu reçois. Est-ce que tu reçois un bilan médical? Est-ce que c'est des informations qui ne sont pas transmises parce qu'elles sont sensibles? Est-ce que c'est des personnes qui te parlent d'elles-mêmes? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tout ça?
Alors moi je commence en général ma journée, je me lève à 5h du matin, je commence au club à 6h45, c'est précis mais 6h45. Les données médicales sont ou ne sont pas données. Ça dépend de la personne que j'ai en face, si elle a envie de les donner ou pas. J'essaie d'avoir le plus d'infos possible parce que c'est quand même plus pratique pour après lui permettre de faire des mouvements corrects pour lui. C'est pour lui surtout, c'est pour sa santé. Ouais. Donc en général, j'ai plus d'infos que ce qu'ils m'en disent au départ, parce que petit à petit, au fil des mesures des séances, ils m'en disent un peu plus. J'ai aussi le lien avec les oncologues, avec les chirurgiens, avec les kinés, avec les ostéos, avec qui je travaille aussi. Donc tu es sur une équipe vraiment pluridisciplinaire. Oui, j'essaye. En fait, les gens qui viennent me voir, souvent sont traités par un kiné, un ostéo, un oncologue. Ils me donnent leurs coordonnées. Moi, je les appelle. Ils sont évidemment pas obligés de me donner des informations, parce que c'est évidemment un secret médical. Mais on essaie de se partager au maximum les infos pour que je puisse après traiter au mieux la personne. D'accord. Bah c'est intéressant. J'ai une petite question par rapport justement, maintenant tu as un petit peu d'expérience, tu commences à avoir vu quand même suivi beaucoup de personnes. On entend en tout cas de plus en plus dans les médias que les cancers, les maladies neurodégénératives touchent des personnes de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est un phénomène que tu observes ? Est-ce que justement toutes ces mauvaises conduites que nous pouvons avoir, les conduites addictives, la nutrition, le manque d'activité physique adaptée, du coup la sédentarité, est-ce que tu trouves que ça t'emmène un public de plus en plus jeune ? Quand je dis de plus en plus jeune, ça ne va pas forcément être 20 ans, mais je pense que tu m'as compris, les auditeurs aussi. Oui, bien sûr. On le voit de plus en plus, malheureusement. Et on le voit aussi par le manque de pratique d'activité physique et de sport, du coup les deux. On peut le voir dans les fédérations aussi, je pense. On voit de moins en moins d'adhérents jeunes. Ouais. Vous le voyez dans vos cours aussi, je pense. Évidemment. Voilà, c'est souvent des personnes plus âgées, souvent des femmes aussi en cours collectif, peu d'hommes. Alors ça, peut-être que le fait qu'on ait un engagement un peu plus fort, tu dis qu'il y a peu d'hommes. Hein, en cours collectif. En cours collectif. Bah, nous aussi, de temps en temps, j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que je crois qu'il y a certaines études, mais je ne peux pas dire de bêtises, qui montrent que l'engagement des femmes est toujours plus fort dès qu'on a sur l'activité physique adaptée, dès qu'il y a ce lien social, et que les hommes, sur tout ce qui est un peu plus pudique. Voilà, un petit peu plus de pudeur pour montrer justement la fragilité qu'on peut avoir via une maladie, un cancer ou autre. Et c'est intéressant à observer. Le public devient plus jeune aussi par, comme tu disais tout à l'heure, la nutrition. On voit de plus en plus de malbouffe, une augmentation du fast-food, du rapide. Entre midi et 2, on mange très vite, on mange mal. Donc ça, c'est pour les gens qui sont souvent très actifs, donc chefs d'entreprise, tout ça. Et donc moi, le public, il est entre, on va dire 25 à 70. Bon, j'ai en dessous de 20, évidemment, mais je parle en pathologie. J'ai de 25 à 90, 100. Voilà. Et pour les personnes de moins de 50 ans, c'est quel type de pathologie qui revient de manière récurrente ? Alors, ça peut être l'obésité, ça peut être la sédentarité surtout, le manque d'activité physique, et les pathologies un peu plus lourdes, cancer, Parkinson, AVC, tout ça. D'accord. Bah, oui, effectivement, c'est aussi à peu près ce qu'on retrouve au sein de l'agence, donc ça ne m'étonne pas, mais c'est bien qu'un autre professionnel puisse l'expliciter et le vulgariser. Écoute, je trouve que c'est très complet tout ce qu'on a pu dire. J'aimerais que tu puisses me donner un petit peu ton point de vue, et la question est volontairement très générale, sur la prévention en France. Alors je sais que le terme prévention regroupe un panel d'idées et de termes très importants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton point de vue par rapport à tout ça ? Alors la prévention en France, elle est présente de plus en plus quand même. On voit de plus en plus d'études qui sortent. Il y a, avec les réseaux sociaux, qui sont aussi négatifs d'un côté, mais très positifs de l'autre, parce qu'on peut communiquer aux gens les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. On voit beaucoup plus des vidéos, des réels qui expliquent aux gens comment faire, pas faire. Donc la prévention, je trouve que ça va de mieux en mieux, et j'espère que ça va augmenter évidemment. Que le sport santé, il faut que ça devienne, je dirais presque une obligation pour les gens. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir ce qu'est le sport santé, et ce qu'est l'activité physique, et ce qu'est le sport, et pourquoi on doit le pratiquer, et où on doit le faire, à quel endroit. Voilà. Ça va de mieux en mieux. On a une année qui arrive en 2024 qui est très importante
pour la France. Pour Paris également. Pour Paris. Elle l'était déjà en 2023 quand même avec la Coupe du Monde de rugby. Mais je pense que ça va être un levier très fort pour améliorer le sport santé et diffuser la bonne pratique aux 66 millions de Français qu'il y a en France et au monde, bien sûr. Donc je pense que le mot prévention, comme tu disais, il est très global, donc ça veut tout et rien dire en vrai. Mais ça va mieux et on le voit sur les cancers où les gens maintenant en parlent avant d'être malades. Voilà, se disent je vais faire telle pratique parce que je veux pas justement être atteint, je vais faire tel dépistage aussi, c'est très important avant d'être atteint. On voit le dépistage du cancer du sein par exemple qui est fait par les beaucoup plus jeunes qu'avant. Ça commence à partir de 25 ans en général, mais ça peut être avant, hein, mais à partir de 25 ans les femmes et les hommes commencent à se dire attention, il faut peut-être que je fasse attention. Voilà. Donc effectivement le mot prévention, je trouve qu'il est de plus en plus présent. Et il faudrait qu'il soit encore plus présent dès l'année prochaine avec les Jeux Olympiques. Donc tu as plutôt vraiment un message optimiste par rapport à ce terme-là, du coup. Bien sûr, il faut toujours être optimiste. Et le sport et l'activité physique, c'est l'optimisme du corps et de l'esprit. Donc c'est tant mieux. D'accord, bah écoute, en tout cas c'est super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi personnellement, Nicolas, pour la suite et quelles sont tes envies de développement? Alors moi j'ai essayé avec ma petite échelle, de rentrer dans le sport santé et d'être crédible aussi, parce que auprès des professionnels de santé, donc les médecins, les oncologues, etc. En créant un site et qui va devenir une application dans quelques mois avec un associé Armand Defraguier, je répète, Armand Defraguier, il sera content, qui permet l'accès au sport santé pour tous, peu importe le lieu où on est. C'est-à-dire qu'on est sur une île en vacances, tout va bien, j'ai 30 secondes, 1 minute, 1 heure, je peux faire les exercices. Donc on propose des vidéos explicatives d'1 minute, d'activité physique bien sûr, ou des séances complètes de 45 minutes, 1 heure, 20 minutes, 10 minutes. Donc voilà, on propose ça, donc j'espère que ça va pouvoir augmenter et qu'on va pouvoir le diffuser un peu plus auprès des gens. Et j'espère que le sport santé sera de plus en plus présent au sein des familles et au sein des Français. Ok, bah en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite pour ton projet et puis évidemment je pense que ça c'est dans l'intérêt commun que... Et ça s'appelle SmartFlex, j'ai oublié de le préciser. D'accord, ben voilà, SmartFlex. Et c'est important que tout le monde puisse effectivement, qu'on puisse démocratiser un petit peu toutes ces bonnes pratiques pour que les Français aillent mieux et pour que, terme plus général, les hommes se portent, les hommes avec un grand H, ouais. L'humanité se porte mieux. Donc effectivement, si on peut aller dans ce sens-là et apporter notre pierre à l'édifice, ça serait super. C'est important, ouais, c'est important, surtout que le sport santé, on sait encore, c'est un peu réduit à des centres de rééducation, à des hôpitaux. Moi, l'objectif avec SmartFlex aussi, et avec mon associé, c'était de le diffuser au sein des domiciles, hein, dans les domiciles directement des gens, qui puissent le faire le matin, le soir. Donc ça aussi, c'était important pour nous. Je te remercie Nicolas en tout cas d'avoir pu répondre à notre invitation et de te rendre disponible pour ce podcast. On te souhaite plein de réussite dans tous tes projets et je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés pour cette émission et cet épisode de Parlons Prévention. À bientôt. Merci à tous.